بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble révision sur le module traitement du signal. On va voir quelques définitions ou bien des rappels. On va commencer par les caractéristiques d'un signal physique. C'est bien qu'un signal physique, il est limité dans le temps, il est limité dans l'amplitude et bien sûr, son énergie est bornée. Tout simplement pour la définition de la causalité, on peut la définir comme étant que la partie négative de notre signal doit être ignorée. Pour un système qui ne doit pas répondre avant le démarrage de l'action, vous avez par exemple l'échelon débute à partir de 0. Si vous entendez le mot spectre, c'est simplement c'est-à-dire la fréquence. Donc, on doit utiliser Fourier. Toujours, nous avons que le spectre de fréquence d'un signal, il est infini. On passe maintenant à la classification des signaux. Nous avons soit une représentation temporelle, une représentation spectrale, une caractéristique énergétique ou bien une caractéristique morphologique. Bien sûr, on peut le caractériser comme étant un signal continu ou bien un signal discret. C'est quoi la variation? C'est bien la dispersion euh, de la variable aléatoire autour de la moyenne. Concernant l'ergodicité côté variable aléatoire, c'est la moyenne temporelle statistique. Donc, c'est la moyenne temporelle statistique euh, utilisée pour représenter les signaux périodiques. Nous avons toujours que les variables aléatoires suivent la densité. Il faut bien connaître la densité de probabilité de chaque signal. Et pour les variables aléatoires, nous avons par exemple à chaque instant une réalisation. Donc, pour obtenir la courbe finale, on aura un ensemble de réalisations. Et toujours, nous avons qu'un signal ne peut pas être ergodique sans étant stationnaire. Concernant les paramètres statistiques maintenant, nous avons que la variance et la moyenne sont indépendantes de temps. On passe aux caractéristiques énergétiques des signaux. Il faut avoir l'énergie totale et la puissance moyenne totale. Pardon. Donc, pour les signaux à énergie finie, ce qui implique qu'ils ont toujours une puissance moyenne nulle. Mais pour les puissances moyennes finies non nulles, on aura une énergie qui doit être finie. On passe maintenant à la classification spectrale. Nous avons des signaux à bande étroite, c'est-à-dire elle est grande, le rapport entre la fréquence et la moyenne. Elle est petite et les signaux à bande large, nous avons la variation, elle est grande. On va commencer par la bande étroite, si elle est inférieure à 250 kHz. On parle dans ce cas des basses fréquences qu'on le trouve les systèmes radio. Si nous avons une fréquence entre 250 et 30 kHz, donc on parle des hautes fréquences utilisées pour la transmission en télévision. Entre 30 et 300 kHz, nous avons des très hautes fréquences, VHF, Very High Frequency. Entre 300 kg et 3 gigas, nous avons l'ultra haute fréquence. Au-delà de 3 gigas, nous avons super haute fréquence. Si on parle de térahertz, dans ce cas, on parle de la lumière, bien sûr. Donc, vous avez que la vitesse de la lumière, c'est à peu près 300 000 km par seconde. On passe maintenant aux classifications des signaux numériques et on va commencer par les signaux analogiques. C'est-à-dire que la mesure de variable temps, la période, elle est continue. Pour le modèle quantifié, nous avons l'amplitude, elle est discrète et le temps est continu. Pour le système échantillonné, nous avons l'amplitude, elle est continue et le temps discret. Un système ou bien un signal numérique, nous avons l'amplitude discrète et le temps discret. Toujours pour la numérisation, c'est-à-dire on va faire le passage continu au discret et le signal peut être
On peut avoir le signal numérique en utilisant deux étapes qui sont l'échantillonnage et la quantification. Sans oublier toujours que la transformée de Fourier elle est utilisée pour les signaux apériodiques, et la série de Fourier pour les signaux périodiques. Concernant maintenant la représentation en fréquence, il y a quatre modèles. Vous avez soit des signaux continus périodiques, dans ce cas, on doit utiliser la décomposition en série de Fourier. Les signaux continus non périodiques, on va utiliser la transformée de Fourier. Si on parle maintenant des signaux discrets non périodiques, vous allez utiliser la transformée de Fourier des signaux discrets. Et pour les signaux périodiques, bien sûr discrets, on va utiliser la transformée de Fourier discrète. Pour la série de Fourier, donc nous avons tous les signaux périodiques peuvent se décomposer ensemble de sinusoïdaux. Dans ce cas, on aura des fréquences multiples qui sont annulées aux mêmes instants. Maintenant, si vous entendez que deux signaux orthogonaux perpendiculaires, c'est-à-dire leur produit scalaire, doit être nul. Pour la représentation temporelle, vous avez un signal S de t, on peut le représenter sous la forme de S de t plus tau. D'accord? Le produit scalaire ou bien est calculé par un calcul d'intégrale. Concernant les signaux aléatoires maintenant, ils sont représentés par les moments d'ordre 1, d'ordre 2, etc., jusqu'à d'ordre n. Et toujours, nous avons que le modèle sous-jacent générant les signaux aléatoires est appelé process aléatoire. Si vous avez une variable aléatoire, dans ce cas, vous aurez une réalisation pour un signal aléatoire. C'est un ensemble de stationnarité et ergodicité. Stationnaire, c'est-à-dire ils ont les mêmes moyens statistiques. Ergodique, il faut être stationnaire. Et vous avez les stationnarités au niveau du temps. Pour la stationnarité, vous avez que les propriétés statistiques sont indépendantes du temps. D'accord? Pour la classification spectrale, donc vous avez par exemple pour calculer la valeur fréquence moyenne d'un signal, vous devez passer par la formule suivante. Donc, ça sera la fréquence maximale moins la fréquence minimale divisée par 2. Si vous avez lambda, la longueur d'onde comprise entre 700 nanomètres et 0,1 mm, on parle dans ce cas de l'infrarouge. Si vous avez lambda compris entre 400 nanos et 700, dans ce cas, la lumière, elle est visible. Toujours avec la série de Fourier, on passe maintenant à la représentation temporelle des signaux. Vous avez toujours n'importe quel signal peut être représenté sous la forme de x de t égale à 0 sur 2 plus une somme commençant de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus n oméga t plus la somme allant de 1 jusqu'à l'infini de bn sinus n oméga t. Si vous avez, par exemple, un signal sous la forme de A sinus oméga 0 t plus phi, dans ce cas, on peut décomposer notre signal sous la forme de A cosinus phi sinus oméga 0 t plus A sinus phi cosinus oméga 0 t. Si vous calculez A0, donc vous trouvez A0 égale à 0. A1, c'est bien sûr A sinus phi. B1, c'est A cosinus phi. Pour le calcul de Bn, on doit passer par la formule suivante. Donc, vous avez pour les An avant. Donc, ça sera 2 sur T0, l'intégrale entre 0 et T0 de x de t multiplié par cosinus oméga n oméga 0 t dt. Ou bien,
2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 jusqu'à t sur 2, x de t cosinus n oméga 0 dt. Donc, la première formule, elle est utilisée pour les signaux causaux. La même chose pour les Bn. Donc, soit vous utilisez 2 sur t, l'intégrale entre 0 et t0 de x de t sinus n oméga 0 t dt, ou bien 2 sur t, l'intégrale entre moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 x de t sinus n oméga 0 t dt. Donc, la première formule pour les signaux causaux, la deuxième, non. Nous avons aussi la représentation ou bien la formule complexe. Dans ce cas, on peut mettre notre signal x de t sous la forme des coefficients c de n multiplié par exponentielle gn oméga 0 t. Dans ce cas, si on va prendre l'exemple d'un signal carré, si on calcule A0, on trouve que A0 est égal à grand A, l'amplitude de notre signal. Les Bn sont nuls parce que notre signal est un signal pair. Et si on calcule les An, on trouve que les An égale 2 sur P, pi par n sinus n pi sur 2. Si vous avez n paires, dans ce cas, les n sont nuls. Et si vous avez les n impairs, on aura la formule suivante. C'est moins 1 d'ordre p fois 2 sur p par 2p plus 1. Maintenant, si on parle du signal triangulaire, si on calcule AN, on va la trouver sous la forme de 2A sur PN au carré cosinus NP moins 1. Toujours, nous avons deux cas. Si nous avons n pair, dans ce cas, les AN sont nuls. Si nous avons n impair, on peut mettre notre signal, les coefficients AN sous la forme de A de P1 plus 1, qui est égal à moins 4A sur P multiplié par 2P plus 1, le tout au carré. Tant que notre signal est les pairs, dans ce cas, les Bn sont nuls. Toujours, nous avons que la transformée de Fourier d'un signal carré, c'est un signal cardinal, ou bien c'est un sinus cardinal. Pour les signaux triangulaires, c'est bien sûr sa transformée de Fourier, c'est un signal cardinal élevé au carré. Sachant que la transformée de Fourier est utilisée seulement pour les signaux convergents. Si on va calculer la formule d'un signal ou bien comment trouver x de f, la transformée de Fourier d'un signal x de t, on va utiliser la formule suivante. Dans ce cas, vous aurez x de f qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de notre signal x de t par exponentielle moins g de pi gft dt. Si on veut avoir la transformée inverse, on va utiliser la formule suivante. Dans ce cas, vous aurez x de t égale à l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de f par exponentielle g de pi ft df. Toujours, nous avons que si nous avons une impulsion de Dirac, sa transformée de Fourier égale à 1. Les propriétés de la transformée de Fourier, si vous avez un signal x de t pour transformer de Fourier x de f, si on vous demande de calculer x de t moins a, sa transformée de Fourier, ça sera exponentielle moins g de pi af par grand x de f. Maintenant, si vous avez x de t exponentielle moins g de pi f, fpt, sa transformée de Fourier, ça sera f plus f indice p. La dérivée n-ième d'un signal x de t domaine temporel par rapport à n a pour transformée de Fourier g de pi f d'ordre 1 par x de f. On passe à l'égalité de Perceval, donc la conservation d'énergie, c'est-à-dire que l'énergie domaine temporel, ça reste la même domaine fréquentiel. Dans ce cas, si vous calculez l'énergie, donc ça sera un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t élevé au carré dt. Donc, c'est un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de module de x de f élevé au carré df. Pour la symétrie, donc, vous avez x de f est égal à x conjugué de moins f. Donc, la partie réelle de x de f, c'est la partie réelle
Donc, on va utiliser, nous avons que le module de x de f, c'est la même chose que le module de x de moins f. Mais pour la partie réelle, bien sûr, mais pour la partie imaginaire de x de f, ça sera moins la partie imaginaire de x de moins f. On passe au l'argument de x de f, donc ça sera l'arc tangent de la partie imaginaire de x de f divisé par la partie réelle de x de f. Ou bien c'est moins arc tangent de x de moins f. Nous avons toujours que la transformée de Fourier d'un signal pair, c'est une fonction paire. Et la transformée de Fourier d'un signal impair, c'est une fonction impaire. C'est-à-dire, quel que soit t, vous aurez x de t, ça sera x de moins t. Donc, quel que soit f, x de f, ça sera x de moins f. Et quel que soit t, vous avez x de t, ça sera moins x de t. Et quel que soit f, x de f, ça sera moins x de f. On parle maintenant côté réversibilité. Donc, vous avez que le retournement de l'axe temporel conduit à retournement à l'axe fréquentiel. C'est-à-dire, si vous avez y de t égale à x de moins t, dans ce cas, y de f, ça sera x de moins f. Si on parle translation, donc nous avons que la translation temporelle ne modifie que la phase de la transformée de Fourier. C'est-à-dire, quel que soit t, vous avez y de t qui est égal à x de t moins t0, ce qui implique y de f, ça sera x de f par exponentielle moins g de pi f t0. Nous avons aussi que la modulation d'un signal par une exponentielle complexe conduit à un décalage de sa transformée de Fourier. Dans ce cas, vous aurez quel que soit t, y de t, ça sera l'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de h de v par x de t moins v dv. Dans ce cas, y de f, ça sera x de f, un produit simple entre la réponse impulsionnelle du filtre h de f par l'entrée x de f. Donc, toujours, nous avons que l'effet du produit de convolution peut être facilement examiné dans le domaine fréquentiel, alors qu'il est moins intuitif le domaine temporel. C'est-à-dire, quel que soit t, y de t qui est égal à un produit de convolution entre x de t, m de t par x de t. Dans ce cas, la convolution, un produit simple domaine temporel, ça devient une convolution domaine fréquentiel et vous aurez y de f, la sortie, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de m de v par x de f moins v dv. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.